Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Ça y est, le projet de la piste longue est lancé. Piste attendue depuis plus de 30 ans pour désenclaver Mayotte, pour inciter les gros porteurs à venir chez nous. On en parle dans cette édition. Au chapitre municipal 2020, focus ce soir sur Koungou, 32 156 habitants, territoire avec un fort potentiel économique qui rencontre cependant de nombreux problèmes liés notamment à sa jeunesse. Et enfin, nous sommes partis cet après-midi à l'inauguration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, installée depuis septembre au centre Kinga à Kaweni. Nicolas Revel, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, est notre invité ce soir. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Mais d'abord, la réforme du bac décriée par les lycéens de Tsararano parce que certains sont en manque de professeurs depuis le début de l'année, fait dénoncer ce matin par les élèves de première générale et technologique. Avec l'instauration des contrôles continus, ils ont, disent-ils, du mal à suivre. Écoutons deux d'entre eux au micro d'Ismaël Saïd Kombo Yakout et Assadi Razafitseno. On veut des professeurs parce qu'on nous a mis une nouvelle réforme et pourtant on ne nous a pas donné des profs. On va passer le bac cette année et l'année prochaine, on ne nous a pas donné des profs. Comment on va réussir alors qu'on n'a pas de profs? Donc ça c'est impossible pour nous. Ça nous stresse en fait. Et notre proviseur, il nous a dit que pour le 3-16, le prof qu'on va passer bientôt, le 11, il nous a dit qu'on n'a pas besoin de réviser. Alors si on n'a pas besoin de réviser, ça veut dire que tout le monde devrait avoir une bonne note, c'est ça. Cette information en bref à présent. Il était étudiant à Toulouse, disparu depuis mardi. Ses proches avaient lancé l'alerte sur les réseaux sociaux. Toumbu Tabitoudine, 21 ans et originaire de Mtsangamouji, se serait jeté d'un pont du périphérique toulousain avant de succomber à ses blessures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident. Parallèlement, une cagnotte solidaire a été créée en ligne pour venir en aide à la famille pour le rapatriement du corps à Mayotte. Dans le reste de l'actualité, cette phrase à présent: ont muté les professeurs pédophiles dans les Outre-mer. La phrase choc de Ségolène Royal dans une interview réalisée par Jean-Jacques Bourdin sur RMC le 3 janvier dernier suscite aujourd'hui l'indignation. Ségolène Royal était alors interrogée sur l'affaire Gabriel Matzneff, celle d'une relation ambivalente entre un écrivain de 50 ans et une jeune fille de 14 ans au milieu des années 80. L'histoire est racontée dans un livre intitulé Le consentement, publié aux éditions Grasset. Écoutons ici la réaction de Gilles Albout sur ce sujet plus que sensible qu'est la pédophilie en milieu scolaire. Alors effectivement, les propos de Madame Royal choquent. Ils nous choquent d'abord parce que quand il y a des problèmes, il faut les traiter quand on est aux affaires. Et donc moi je m'étonne que ces problèmes n'aient pas été traités. Et puis je voudrais dire aussi de manière très claire que tous les cas qui nous parviennent, effectivement, nous les avons traités et nous les traitons. J'ai en tête un cas qui a été traité en fin d'année dernière avec évidemment un enseignant qui a été mis à pied et qui aujourd'hui fait l'objet de poursuites judiciaires. Nos assistantes sociales, nos assistants sociaux sont en alerte permanente. Ils sont en alerte sur ce type de cas. Ils sont aussi en alerte sur tous les actes de malveillance et de maltraitance pour les jeunes. On peut parler des pédophiles, on peut aussi parler d'autres cas de maltraitance. Réaction recueillie par Alda Lidi et Youssouf Ahmed Matouar. Je vous le disais en titre, la piste longue au cœur d'une importante réunion ce midi à Daoudi. Autour de la table, la préfecture, le conseil départemental et différents partenaires. Les détails avec Hachim Seyd Hachim et Géraldine Buy. Face à la presse ce matin, le préfet Jean-François Colombet a tenu à rassurer tout le monde sur le prolongement de la piste de l'aéroport de Mayotte. Le président de la République l'a annoncé le 22 octobre. Personne ne remettra en cause cette décision. Et ça tranche singulièrement avec ce que les Mahorais ont connu il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, personne n'avait décidé de faire la piste longue à Mayotte. Il y a des études qui ont eu lieu pour pouvoir éclairer précisément s'il fallait faire ou ne pas faire la piste.
Pour ce vaste chantier, il y a d'abord des travaux préliminaires, ces études de finalisation devant permettre de boucler le dossier qui sera soumis à l'enquête publique, et ce sans délai. Nous ne voulons pas d'un dossier au rabais. Nous voulons protéger Mayotte, nous voulons accélérer les délais et nous voulons fiabiliser notre dossier. Voilà, en gros, me semble-t-il, les conclusions de ce comité de pilotage. De son côté, le conseil départemental, principal actionnaire de ce projet, l'histoire de l'allongement de la piste a avant tout une référence. J'en profite pour justement rendre hommage à Younoussa Bamana, qui a été l'un des initiateurs de ce grand projet, et aussi Madame Aziza Mustafa, qui a beaucoup œuvré, qui a beaucoup travaillé lors des débats sur ce projet. Et aujourd'hui, qu'on en arrive là, franchement, il faut reconnaître, c'est beaucoup d'émotions. On l'a ressenti sur la table. Sur cette table de réunion aujourd'hui, tous les Mahorais étaient représentés. Reste maintenant à savoir s'il s'agira d'une piste convergente ou un prolongement du tronçon existant. En attendant le résultat de l'enquête publique, l'opinion mahoraise a déjà sa petite idée. Si on construit la piste vers le lagon, ça réduit le lagon et ça tue les espèces qui sont sur le lagon. Et d'un côté, c'est un truc positif parce que ça peut contribuer au développement de l'île. Je pense qu'on y arrivera, mais bon, on a le gros souci. Ça fait 20 ans de Mayotte, je peux vous le dire. L'affaissement de petites terres au niveau du volcan, ça nous crée beaucoup de soucis aussi en ce moment pour ça. Donc ces études-là vont se mettre en place, mais tant qu'on n'aura pas le résultat de ces études de l'affaissement, je peux vous dire qu'en fait au seuil 16, on a perdu quand même pas mal. Hein. Ça va de soi qu'on a besoin de ça. L'image générale, les gens disent toujours que qui peut le plus peut le moins. Hein, ce qui veut dire qu'il vaut mieux avoir une piste, un peu comme l'état d'esprit qu'il y avait à La Réunion, la piste convergence. Qui permet au moins d'être certain que tout aéronef qui vient sur Mayotte ne se pose pas la question de savoir si je peux atterrir ou pas. Un nouveau rendez-vous est déjà pris entre toutes les parties prenantes à ce chantier historique en septembre prochain. Déjà 213 morts, 6 cas dans l'Hexagone, plus de 7700 cas d'infection. Le coronavirus progresse de façon inquiétante en Chine, mais aussi en Europe. À noter que les 180 premiers rapatriés français de Wuhan, berceau du virus, sont arrivés aujourd'hui dans l'Hexagone, au centre de vacances de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, où ils devront passer 14 jours en quarantaine, selon l'AFP. Et c'est l'une des conséquences, justement, de cette épidémie. Les compagnies africaines suspendent leurs vols vers la Chine par mesure de sécurité. C'est le cas par exemple pour Kenya Airways, Rwanda Air ou encore la Royal Air Maroc. J'ajoute que dans la région, Air Madagascar, Air Austral et Air Mauritius ne sont pas en reste. En bref, toujours cette rupture de canalisation qui a provoqué ce vendredi une importante inondation dans les locaux de l'agence de voyage Issoufali et à la Dome à Mamoudzou. Le personnel n'a donc pas pu travailler, comme vous le voyez ici sur ces images, signées Youssouf Ahmed Matouar. La réforme des retraites, toujours, vous le savez, au cœur de l'actualité. Ce vendredi et à l'occasion de l'audience de rentrée solennelle de la Cour d'appel de Saint-Denis, avocats et bâtonniers de La Réunion et de Mayotte en ont profité pour mener une opération coup de poing afin de montrer leur mécontentement face à la réforme. Une réforme particulièrement injuste pour la profession et pour les justiciables que nous sommes. Écoutons à ce propos Fatima Osseni, bâtonnière du barreau de Mayotte, au micro de nos confrères de Réunion la première. L'INSEE nous parle de 84% d'une population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. L'accès au droit est évidemment plus difficile. Attaquer les avocats au travers de leur régime de retraite qui va être plus onéreux et donc qui va conduire à la fermeture de certains cabinets, c'est finalement attaquer le justiciable parce que c'est lui qui va être pénalisé, qui n'aura plus le même accès au droit parce qu'il n'aura plus accès aux avocats.
Donc c'est encore plus prégnant, cette réforme est encore plus dure à supporter sur un territoire comme Mayotte. Et c'est ça ce qu'on veut que le gouvernement entende. Ces voix dissonantes, il y a un mouvement national, nous sommes tous en opposition avec la réforme qui est demandée, qui va en dépit de tout bon sens et qui vient détruire un système pérenne de confiance qui survit par lui-même, qui est autonome, indépendant, mais en plus sur les impacts particuliers, spécifiques qu'il peut avoir sur certains territoires comme le nôtre. Et l'heure est venue d'ouvrir notre page consacrée au municipal 2020. Et on poursuit notre tour des communes. Ce soir, nous allons à Koungou, deuxième commune la plus peuplée de l'île après Mamoudzou, qui a la chance d'avoir plusieurs entreprises sur son territoire. Mais cela ne profite pas forcément à la population. Présentation avec Chafanti Alibako et Atoumani Simba. Si Koungou a un atout majeur, c'est bien lui. Le port de Longoni porte l'espoir de tout un territoire, celui d'un développement économique par la voie maritime. Avec la carrière de Kangani, il confère à la commune un rôle capital dans l'économie de l'île. Mais l'un comme l'autre sont ralentis par des conflits autour du choix de l'exploitant. Et pendant que les géants se disputent les terres, les habitants cumulent les difficultés. La commune connaît une forte croissance de la population étrangère. Elle atteint 61% en 2017. Toutes les formations sont destinées aux personnes en situation régulière. Les autres restent à la maison. Certains ne sont pas scolarisés et vivent dans l'oisiveté. Ils traînent et finissent par semer le désordre. Vous voyez celui-ci ? Il ne va pas à l'école. Il n'a nulle part où aller. Il attend que nous sortions des cours pour rester avec nous. À l'explosion démographique s'ajoute la progression de l'habitat précaire. Elle touche 5 des 6 villages de la commune. Seul Majikavo Lamir conserve des conditions de vie parmi les meilleures de l'île. Autre problématique, l'insalubrité et la gestion des déchets. Quand on passe, on voit très bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à ce niveau-là. Les déchets, les canalisations, voilà, parce qu'il y va de la santé des gens. C'est pourtant à Koungou que la croissance de l'emploi est la plus importante à Mayotte, plus 1400 emplois en 5 ans. Elle s'explique par le développement de la zone industrielle. Le hic, plus de la moitié de ces postes sont occupés par des résidents d'autres communes. Il nous faut plus d'emplois, plus de centres de formation, que les jeunes trouvent leur place et que la politique soit dirigée vers la population en incluant la jeunesse afin qu'elle soit formée et qu'elle ait une meilleure vie. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas tranquilles parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien du tout. Donc, pour moi, ceux qu'on va voter aujourd'hui, qu'ils fassent un effort avec les jeunes parce qu'ils ne disent pas que on doit faire un bâtiment pour les jeunes, on doit faire quelque chose pour les jeunes. Koungou a vu ces dernières années la croissance de l'administration publique et la construction de nouvelles infrastructures scolaires. On y trouve aussi un vaste complexe hôtelier. Mais les fragilités sociales minent la commune. Elles se sont traduites par une flambée de la délinquance. Les gens se font agresser à coups de couteau, certains sont pourchassés. Il y a beaucoup de problèmes ici. J'aimerais que le futur maire résolve ce problème de délinquance pour que nous retrouvions enfin le sommeil. Koungou, une commune à double facette, à la fois joyau économique et concentré de précarité. Réduire les inégalités sera sans doute l'un des enjeux pour la future municipalité. Et voyons maintenant ensemble quels sont les candidats au municipal dans la commune de Koungou. Ils sont au nombre de 8, dont le maire sortant. Vous allez voir voilà, leurs noms s'afficher, les noms des têtes de liste s'afficher sur cette infographie à retrouver sur notre site Internet. Je vous propose à présent de partir à la rencontre d'Ali Ridjali, ancien élu de Mamoudzou, aujourd'hui à la retraite. Il y a une vingtaine d'années, il devenait 4e adjoint au maire du chef-lieu avant d'occuper d'autres fonctions au sein de la commune. Quand j'étais maire, c'est avec Alda Lidi et Youssouf Ahmed Matoir.
Je me trouve actuellement à Mgombani, sur cette place très connue ici. Je suis aux côtés de monsieur Ali Ridjali, 4e maire adjoint à l'époque de monsieur Alidi Selemani. Bonjour. Bonjour. Parlez-moi un peu d'Alidi Selemani. Il était comment? Alidi Selemani, il était un gendarme, je le connais. Il était gentil, il était quelqu'un qui respectueux et on le respecte et il est respecté aussi. La chose qui nous a touchés, tous les membres qu'on était ensemble, c'est le décès de notre... Du maire. Du maire. Oui. Vraiment, ça nous a touché trop. Jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à l'oublier. Oui. C'est ce qui m'a touché, que tout. C'était juste à la fin du mandat comme ça. Et on préparait la liste des candidatures prochaines. Et lui, il figurait dans la liste qu'on préparait. Et disons, quelques jours plus tard, avant les élections, il est décédé. Ça nous a vraiment touchés. Moi, je peux dire, et chaque fois, moi, je le dis, moi, j'ai contribué ma signature sur la construction de cette maison, cette mairie. Oui. Même quand notre mandat est terminé, on a commencé la construction et on a continué la construction avec Hassan Abdallah. Donc, je suis fier de voir cette maison devant la ville de Mamoudzou. À mon époque, Mgombani, vraiment, là où on est, il n'y avait pas de place pour marcher comme ça, mais il y avait des mangroves, il y avait des saletés, il y avait on dit à Maoré, Godra, Bati, il y a la mer qui montait jusqu'au là où on voit la mosquée de Mgombani. L'époque de l'ancien maire Abdallah Omadi, on avait le projet de réaménager ce site et quand on est arrivé, on a continué l'aménagement et on est en train de le reconstruire jusqu'aujourd'hui. Vous voyez déjà les machines qui travaillent. Un élu, surtout n'importe quelle commune, il ne peut pas être à la hauteur du travail par rapport aux électeurs. Une seule personne ne peut pas les satisfaire. N'en parlons plus, une majorité de la population dans la commune. Donc toujours ils disent, le maire ne fait rien, il n'a rien fait. On va le mettre à la porte. Tout le monde veut être maire parce que le mot maire, il a une indemnité. Nos enfants aujourd'hui, chacun veut cet argent. Et non pas avoir le souci d'être réélu pour les soucis de notre village, notre quartier, de l'aménagement de telles choses. Les gens ne sont pas bêtes. Ils voient tout. Mais avant, les gens n'étaient pas intelligents comme aujourd'hui. Oui. Quand j'étais maire avec Alda Lidi et Youssouf Ahmed Matoar. Cette question maintenant qu'on est en droit de se poser à l'approche des élections. Quelle est la situation financière des communes de Mayotte à 1 mois et demi des municipales? Peuvent-elles envisager sereinement l'avenir? Réponse dans cette réunion organisée à ce sujet hier par l'AFD, l'Agence française de développement. Shafika Salimkou, Maoulida Bonaeri. Avec la départementalisation, Mayotte a évolué et continue d'aller dans ce sens. La situation financière des collectivités locales est plutôt rassurante, des collectivités qui sont beaucoup plus armées pour affronter l'avenir et assumer leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement. Elles disposent aujourd'hui d'une épargne brute, c'est-à-dire d'une capacité propre à financer leurs investissements en interne, qui est 2 fois supérieure à la moyenne des autres outre-mer. Et alors que leur dette est 4 fois inférieure à celle des autres collectivités d'outre-mer. Elles disposent dès lors de marge de manœuvre extrêmement importante pour pouvoir supporter et relever le défi qui se présente à elles. Des chiffres qui permettent de tordre le cou aux idées reçues, comme quoi l'île est dans une situation financière difficile. Le nouveau contrat de convergence, c'est 4 fois plus d'argent. C'est 1,6 milliard d'investissements qui vont être mis à la disposition. Certes, pas uniquement des collectivités locales, mais elles vont en être bénéficiaires et qui permettent aujourd'hui d'envisager l'avenir de manière plus sereine, d'autant qu'elles disposent de fonds propres.
Pour dresser tout ce travail, l'Agence française de développement travaille avant tout sur la base des comptes consolidés et validés des collectivités, mais elle collabore aussi avec d'autres structures, notamment des cabinets d'expertise budgétaire et financière qui accompagnent les communes. À définir ces programmes d'investissement, mettre en œuvre les prospectives de leur budget et également à s'organiser au niveau budgétaire pour pouvoir concrètement mettre en œuvre ces investissements. On a travaillé avec une petite dizaine de communes de Mayotte et on travaille plus généralement aussi avec des communes des autres outre-mer. L'Observatoire des communes de ce jeudi, qui a attiré plusieurs dizaines de personnes, concerne les années 2014 à 2018, 2018 étant l'année des derniers comptes disponibles et validés des communes. Et puisqu'on parle de fiscalité, d'argent, ce soir, dans le Bon à savoir, Siti Darroussi vous parle des indemnités des élus, qu'ils soient maires, adjoints ou conseillers municipaux. On écoute. Par principe, les fonctions électives sont gratuites. Les élus locaux peuvent toutefois bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses qui résultent de l'exercice de leurs charges publiques. Qui peut bénéficier d'une indemnité de fonction dans une commune? D'abord, les fonctions exécutives au sens strict, à savoir les maires et les adjoints au maire. Ensuite, les fonctions exécutives exercées par délégation, comme les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonctions consentie par le maire. Autre question. Comment sont calculées les indemnités de fonction et quel est le régime fiscal? Il y a un certain nombre de choses qui entrent en jeu comme le nombre d'habitants. Exemple, au 1er janvier 2019, l'indemnité de fonction brute mensuelle des maires comprenait entre 661,20 € pour les communes de moins de 500 habitants à 5 639,63 € pour les communes de plus de 100 000 habitants et plus. Les indemnités des élus locaux sont imposables. Les bons à savoir, les listes des candidats aux municipales ou encore les informations sur les communes, tout est à retrouver sur notre site, mais aussi sur la carte interactive de Mayotte, la première que vous voyez à l'écran. Et c'est ici que nous refermons cette page spéciale municipale 2020. Depuis le 30 septembre 2019, la CSSM, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, reçoit le public au centre Kinga à Kaweni. Fini donc les services dispersés aux 4 coins de Mamoudzou, mais c'est aujourd'hui, ce vendredi, que les locaux flambant neufs ont été inaugurés en présence du directeur du CNAM et ceux des caisses de Guadeloupe et Martinique. Zora, Abdoukafé et Maoulida Bonahiri. Salim Naouda, président de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, la CSSM, a eu l'honneur de couper le ruban qui inaugure officiellement les locaux de la CSSM appelés Centre Kinga. La réalisation de ce site a été souhaitée et portée à bras-le-corps par plusieurs directions et présidences depuis 15 ans. Ce centre Kinga a vu le jour grâce au financement des caisses nationales à hauteur de 23 millions d'euros. Les caisses nationales depuis 2014 nous accompagnent complètement et donc ça a été très rapide finalement parce que la signature s'est faite le 2015 et donc en moins de 4-5 ans nous avons ce magnifique bâtiment de 6400 m², dont plus de 1000 m² qui sont réservés au public. Les parlementaires mahorais travaillent de concert avec la direction de la CSSM pour aligner les prestations locales aux allocations nationales. Le plan médecin traitant s'applique à Mayotte. Ça, c'était un amendement que j'ai porté pour demander l'application à Mayotte, ce qui implique des financements qu'on n'avait pas et qui pourraient attirer des médecins privés à Mayotte pour compléter un petit peu ce qui se passe à l'hôpital. Donc c'est dans ce sens-là, quel que soit ce qui nécessite que ça soit inscrit par la loi, que ça soit une ordonnance, un décret, nous, parlementaires mahorais, on essaye le plus possible d'aider et en tout cas comme c'est mon cœur de métier, je fais en sorte qu'en 2022, que tout ce qui peut s'obtenir à Mayotte, et j'espère que ça soit le maximum, soit fait.
La CSSM est le premier acteur social du département. Les prochains objectifs de la Caisse de sécurité sociale mahoraise se mettent en phase avec le développement de Mayotte. Et je vous le disais, Nicolas Revel est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur de l'ACNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Depuis son ouverture, la Caisse accueille la population des 4 coins de l'île et beaucoup se plaignent des difficultés à se rendre à Mamoudzou avec les embouteillages notamment. Maintenant que tout est centralisé, est-ce qu'on peut penser un jour à des antennes de proximité, que ce soit au nord, au sud de l'île, pour désengorger Alors d'abord, je pense qu'il faut d'abord saluer la belle réalisation que constitue ce nouveau siège qui, votre reportage l'a souligné, va permettre d'améliorer quand même sensiblement l'accueil ici à la capitale de Mayotte, au chef-lieu de département, puisqu'on va plus que doubler les locaux, la capacité d'accueil, et tous ceux qui peuvent se rendre aujourd'hui à la Caisse voient à quel point les conditions sont améliorées. Et puis après, oui, deuxièmement, la Caisse aura à définir, mais c'est dans ses projets, une politique de présence au-delà du siège lui-même. Et au plus près des habitants. Donc, certains patients qui se soignent à l'extérieur reçoivent des retours assez négatifs des soignants, dont certains leur refusent, par exemple, le tiers payant, sous prétexte que la Caisse de Mayotte met du temps à rembourser. Peut-on déjà régler le problème, et si oui, comment ? Oui, mais ça, honnêtement, quand on regarde, parce que la Caisse nationale, elle est attentive à la manière dont les caisses de sécurité sociale fonctionnent, quand on regarde les délais dans lesquels la Caisse de Mayotte rembourse les frais de santé, on est dans des délais qui sont absolument standards et conformes à ce qu'on trouve dans l'ensemble des caisses primaires de France. Donc je pense que c'est un mauvais procès. Il peut y avoir des sujets ponctuels, notamment s'agissant des dentistes, mais de manière générale, les délais sont maîtrisés. Alors, certains réclament, en tout cas les syndicats, des moyens humains supplémentaires pour traiter rapidement les dossiers. Est-ce que c'est quelque chose... Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait justifié. C'est-à-dire qu'on voit qu'à Mayotte, il y a une augmentation de la population prise en charge. Il y a par ailleurs plus de missions, plus de dispositifs à gérer à mesure que la convergence des droits progresse, et elle progresse. En 2019, c'était l'exonération du ticket modérateur pour presque 55 000 bénéficiaires au bout de quelques mois. Et donc, la Caisse nationale d'assurance maladie, quand elle a fixé le contrat des moyens et des emplois avec la CSSM il y a maintenant 2 ans, a augmenté très sensiblement d'une dizaine de postes les effectifs de la Caisse sur les sujets maladie. Il faut savoir que dans le même temps, la CNAM est amenée, elle, à réduire ses emplois sur l'ensemble de son réseau. Donc sur Mayotte, ça a été juste le contraire. Là, vous avez parlé du volet maladie, mais concernant les emplois, alors, avec la question de la dématérialisation, est-ce que là, de ce côté-là, il y aura plus de postes, puisque justement, il y aura plus de dossiers à traiter oui, bien sûr. De manière informatique? Alors moi, je ne parle pas pour toutes les branches, je ne représente que la Caisse nationale d'assurance maladie, mais je peux vous dire que de la même manière, pour la branche famille, puisque la CSSM gère la branche famille autant que la branche maladie, il y a eu aussi un effort. Je l'ai dit, autant tous nos réseaux France entière réduisent leurs emplois parce que la dématérialisation, notamment, permet de faire des gains de productivité. Mais à Mayotte, on fait le contraire, on augmente les emplois de la Caisse. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et c'est avec vous que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Demain, à la même heure, vous serez en compagnie d'Anastasia Lagara. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Reika Madi pour le journal en Mahorais. Excellente soirée à vous et à lundi.